Au cœur d'une nuit étouffante à Naché, toutes les portes du manoir des Beaumont étaient verrouillées de l'extérieur, les serrures scellées au plomb fondu. À l'aube, seule la fumée s'échappait de la grande demeure. Lorsque les portes furent enfin défoncées, le maître et sa femme furent retrouvés dans leur lit. Mais Isabelle, l'esclave envoyée pour attiser les feux, avait complètement disparu. On dit qu'elle s'est perdue dans la fumée, mais certains jurent que par les nuits calmes, on peut encore entendre le bruit de ses pas dans les cendres des ruines. Avant de poursuivre, merci de cliquer sur le bouton s'abonner pour embellir ma journée et de me dire dans les commentaires d'où vous me regardez. La catastrophe enfumée de l'aube s'estompa. L'image fantomatique du manoir en ruine se dissolvant tel un spectre alors que la journée revenait en arrière, ramenant la chaleur étouffante et l'immobilité suffocante du matin précédent. C'était en 1835. Et à Naché, Mississippi, l'air lui-même était une forme de servitude. Il était lourd et épais, une couverture humide saturée du parfum entêtant des fleurs de magnolia. Une odeur qui ne parvenait jamais tout à fait à masquer la puanteur sous-jacente de sueur, de peur et de fumée de bois qui s'échappait des quartiers des esclaves. La vie au manoir des Beaumont était un condensé de ces contrastes brutaux. La grande maison se dressait comme un monument à la richesse volée. Ses colonnes blanches étaient immaculées, ses fenêtres brillaient comme des yeux réprobateurs, ses pelouses manucurées formaient un tapis d'un vert irréel. C'était un monde d'acajou poli, de cristal importé et de vérandas fraîches et ombragées. Juste au-delà du voile de sa beauté, cependant, se trouvait le cœur fonctionnel de l'exploitation. Un royaume de bois brut, non peint, de terre battue et du labeur incessant des esclaves. Ici, l'air était différent, imprégné des odeurs de savon de soude, de linge bouilli et du désespoir tranquille de vie qui ne leur appartenait pas. Au centre de ce monde suffocant se trouvait Isabelle Fletcher, une femme d'une petite trentaine d'années. Elle n'était pas d'une stature imposante, sa silhouette était mince et usée, mais elle possédait une immobilité intense et vigilante qui la distinguait. Ses mains, bien que calleuses et marquées par une vie de dur labeur, se mouvait avec une précision et une économie qui suggéraient un esprit toujours en éveil, toujours en observation, toujours en calcul. Ses yeux, profonds et sombres, recelaient une intelligence frémissante, un univers de douleur et de pensée qu'elle gardait soigneusement caché derrière un masque d'obéissance impassible. Elle polissait l'argenterie de la famille dans la salle à manger, ses mouvements rythmés et automatiques. Dans la surface convexe d'une cuillère épaisse, son propre reflet la fixait, déformée et étrange, un aperçu fugace et tordu de la personne qu'elle était forcée de garder enfouie sous le rôle qu'on lui faisait jouer. Elle était une fille, une sœur, une femme dont la mère lui avait murmuré le nom. Mais ici, dans cette maison, elle n'était qu'une paire de mains, une ombre destinée à rester silencieuse et invisible. Les maîtres de ce domaine étaient Alice Tistet et Éléanore Beaumont. Alice Tistet, le patriarche, était un homme à l'autorité douce et charnue. On le voyait rarement élever la voix ou la main, car il n'en avait pas besoin. Son pouvoir était absolu, tissé dans la trame même de son être, et il l'exerçait avec une arrogance désinvolte, bien plus terrifiante qu'une brutalité ouverte. Il pouvait ordonner qu'un homme soit fouetté ou qu'une famille soit vendue avec le même air détaché qu'il employait pour commander un autre verre de brandy, son manque d'empathie étant un gouffre aussi profond et large que le fleuve Mississippi. Sa femme, Éléanore, était l'architecte des cruautés quotidiennes. C'était une femme mince, aux traits anguleux, son visage un masque perpétuel d'insatisfaction. Son domaine était la maison, et elle la dirigeait avec une tyrannie de règles mesquines, de normes impossibles et d'humiliations publiques qui rongeaient l'âme. Son pouvoir ne résidait pas dans le fouet, mais dans l'érosion lente et progressive de la dignité d'une personne. Éléanore entra dans la salle à manger, sa robe de soie bruissant comme des feuilles sèches, ses yeux scrutant chaque surface à la recherche d'imperfection. Elle s'arrêta derrière Isabelle, sa présence un poids glacial dans l'air humide. Elle prit la cuillère fraîchement polie du plateau doublé de velours, la tenant à la lumière qui filtrait par les hautes fenêtres. Ses lèvres, minces et exsangues, se retroussèrent en un ricanement. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Une microscopique tache de ternissure presque invisible, nichée dans les volutes complexes du manche. « Isabelle, dit-elle, sa voix glaciale, chaque mot un petit éclat tranchant. Vous appelez ça propre? C'est le reflet de cette maison, le reflet de mon mari. Il semble que votre esprit soit ailleurs. » Isabelle garda la tête baissée, son regard fixé sur le bois sombre du plancher. Elle ne regarda pas la femme,
ne regarda pas la cuillère. Croiser son regard aurait révélé l'enfer qui faisait rage en elle. « Pardonnez-moi, maîtresse, répondit-elle, sa voix monotone soyeusement construite, dépourvue de toute émotion. Je vais le refaire. » Éléanore laissa tomber la cuillère sur le plateau avec un cliquetis qui fit écho au claquement d'une porte de cellule. Elle se retourna et s'éloigna, laissant Isabelle seule dans le silence suffocant. Une vague de fureur blanche et brûlante submergea Isabelle, si intense qu'elle en eut la vision trouble. Il ne s'agissait pas de la cuillère. La cuillère n'était rien. Il s'agissait des années interminables et ingrates de travail volé. Il s'agissait du vol de son nom, de sa famille, de son avenir, de sa vie même. Plus que tout, il s'agissait de la blessure à vif, béante, d'une injustice récente, la vente de son jeune frère, Jacob, 2 semaines auparavant. Il avait été envoyé au sud dans les plantations de sucre, un sort murmuré dans les quartiers comme une condamnation à mort. Elle pouvait encore sentir la prise fantôme de sa main dans la sienne, encore entendre son sanglot étouffé alors qu'on l'emmenait. La chaleur du jour n'était plus seulement sur sa peau. C'était un feu qui montait en elle. Un brasier alimenté par une vie de petits bois secs, n'attendant qu'une seule étincelle imprudente. Le jour se mua en fin d'après-midi. Le soleil entama sa lente descente, peignant le ciel occidental de teintes meurtries d'orange et de pourpre. Pourtant, la chaleur demeurait, un poids physique oppressant. L'air était absolument immobile, dans l'expectative, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Les Beaumont organisaient une somptueuse fête ce soir-là, et toute la maisonnée avait été plongée dans un état de chaos contrôlé. Éléanore, agitée et irritable, les nerfs à vif par la pression de jouer son rôle d'hôtesse parfaite, trouva Isabelle dans le couloir. Elle avait un dernier ordre cruel. La nuit s'annonçait exceptionnellement chaude et humide, une soirée d'été typique du Mississippi. Mais les Beaumont, dans leur monde isolé de privilèges, étaient habitués au confort des feux rugissant dans chaque foyer de la maison principale. Ils entretenaient la croyance absurde que la chaleur sèche éloignait l'humidité et les maladies qu'ils imaginaient s'y cacher. « L'air est lourd ce soir, annonça Éléanore, s'éventant le visage avec un délicat éventail bordé de dentelle qui ne faisait rien pour agiter l'air stagnant. « Je veux un feu vif dans le bureau, le salon et la chambre principale. Maintenez-les attisés jusqu'à l'aube. Je ne veux pas que cette maison ressemble à un marécage. » Isabelle resta silencieuse, son visage à masque illisible. Ses yeux, cependant, vacillèrent un bref instant sans surveillance, rencontrant le regard d'une autre esclave de la maison, une jeune fille nommée Sarah, qui polissait le laiton d'une porte voisine. Les yeux de Sarah étaient grands ouverts, mêlant pitié et peur. L'ordre n'était pas seulement laborieux, il était dangereux. Entretenir 3 grands feux pendant une nuit étouffante était une tâche épuisante et périlleuse. C'était un acte de mépris suprême et insouciant pour la vie et l'humanité de la personne à qui l'on ordonnait de l'accomplir. Et pour Isabelle, ce fut le point de rupture. Ce ne fut pas un craquement, pas une explosion soudaine de rage. Ce fut un moment de clarté froide et terrifiante. Les années de colère bouillonnante, le chagrin frais pour son frère, le défilé sans fin de cruauté mesquine, tout cela fusionna en une seule pointe de décision, dure et tranchante comme un diamant. Elle regarda au-delà de la maîtresse, son regard parcourant le long et grand couloir, les planchers polis et les meubles ornés. Elle vit la maison non pas comme un foyer, ni même comme une prison, mais comme un tombeau magnifiquement décoré, une cage dorée construite sur les os de son peuple. Le bourdonnement des cigales à l'extérieur des fenêtres ouvertes, un son qui avait été la toile de fond constante de sa vie, devint soudain plus aigu, sonnant maintenant comme un millier de petites alarmes insistantes. À cet instant, la graine d'un plan, une idée désespérée et terrifiante commença à se cristalliser dans son esprit. Elle vit les feux qu'Éléanore avait commandés, mais elle les vit différemment maintenant. Ils n'étaient pas un outil pour le confort des Beaumont. Ils étaient un outil pour sa libération. Sa décision ne fut pas prise dans un éclair de chaleur, mais dans les profondeurs froides et silencieuses de son âme, un tour final et irrévocable d'une clé dans une serrure. Alors que le crépuscule commençait à teinter le ciel, projetant de longues ombres déformées sur le domaine, Isabelle se déplaça avec une intention nouvelle et silencieuse. L'énergie frénétique des préparatifs de la fête s'était calmée en un bourdonnement d'activités faibles et réguliers, et sous le couvert de ces dernières tâches routinières, son véritable travail commença. Elle n'était plus une servante vacante à ses occupations. Elle était une prêtresse préparant un rituel,
Chaque mouvement délibéré, chaque action imprégnée d'une gravité froide et sacrée. Son premier arrêt fut le fumoir, un petit bâtiment sans fenêtre aux planches sombres et vieillies qui se trouvait derrière la cuisine principale. L'air à l'intérieur était épais et lourd, saturé de l'odeur riche et âcre d'une décennie de jambon et de lardons fumés. On l'envoya chercher un jambon pour les invités du soir, une tâche qu'elle avait accomplie une centaine de fois auparavant. Mais ce soir, ses yeux n'étaient pas sur les rangées de viande suspendues. Ils étaient fixés sur les murs noircis et couverts de suie du conduit de cheminée. Tandis que sa main gauche cherchait le jambon désigné, sa droite, cachée à tout regard indiscret, grattait le mur. Des flocons de créosote sèche et grasse, le résidu condensé et inflammable d'innombrables feux de carrier, tombèrent dans la petite pochette en cuir qu'elle tenait dissimulée dans sa paume. La substance était puissante, une forme solide de fumée et de feu, et en la rassemblant, elle ressentit une sombre satisfaction. Elle récoltait l'essence même de la gloutonnerie de cet endroit pour l'utiliser contre lui. Sa course suivante l'emmena à l'atelier, un espace encombré rempli des odeurs de sciure, de térébenthine et de métal. Elle était là pour la cire d'abeille, ostensiblement pour donner un dernier poli à la rampe du grand escalier. Elle prit un bloc plus grand que nécessaire, son odeur collante et sucrée, un étrange contrepoint à la noirceur de sa mission. Alors qu'elle l'enveloppait dans un tissu, ses yeux balayèrent les étagères, se posant sur l'objet qu'elle cherchait vraiment. C'était une lourde louche en fer à longs manches. Son bol était taché et noirci par son utilisation pour faire fondre du plomb pour les réparations de toiture et le raccommodage des tuyaux. Son poids dans sa main était substantiel, froid, dur et réel. On aurait dit un instrument de jugement. Avec la louche cachée dans les plis de son tablier et la cire d'abeille rongée, elle fit une dernière collecte. Derrière l'atelier, un tas de ferraille rouillait dans l'air humide. Elle le fouilla rapidement, ses doigts cherchant de petits morceaux de plomb, de vieux clous et des clés cassées et oubliées. Chaque pièce était un péché, une petite partie rejetée de l'histoire de la maison qu'elle allait maintenant reforger en une déclaration finale et accablante. Le poids froid et dur du métal dans sa poche était un rappel constant du chemin qu'elle avait choisi. Il n'y avait pas de retour en arrière. Alors qu'elle se déplaçait dans le crépuscule, un fantôme en mission, ses pensées étaient une mer tumultueuse de peur et de résolution. La peur était un œuf froid et serré dans son ventre, une terreur primale du feu, de la douleur, de la finalité de ce qu'elle était sur le point de faire. Mais la résolution était une flamme chaude et constante dans sa poitrine, attisée par le souvenir de sa mère. Sa mère avait été une femme racine, une gardienne des savoirs anciens, une femme qui comprenait le langage de la terre. Elle avait enseigné à Isabelle les herbes qui pouvaient guérir et les herbes qui pouvaient nuire. Elle lui avait parlé du feu, non pas comme un monstre, mais comme une force de la nature. Le feu purifie, mon enfant. La voix de sa mère résonnait dans sa mémoire, un murmure d'un autre monde. Parfois, la terre est si malade, si étouffée par les mauvaises herbes que la seule façon de la préparer à une nouvelle croissance est de tout brûler. Isabelle serra la pochette de créosote. Elle ne détruisait pas seulement, elle défrichait le terrain. Elle faisait place à quelque chose de nouveau, même si elle ne serait pas là pour le voir pousser. Derrière la cuisine, près de l'énorme pile de bois qui alimentait les foyers insatiables du manoir, elle rencontra Cato. C'était un vieil homme, le dos courbé par une vie dans les champs de coton, mais ses yeux étaient vifs et clairs. Il était considéré comme un ancien, un homme qui avait vu des générations de maîtres aller et venir, qui avait survécu en étant observateur, en comprenant les courants subtils de pouvoir et d'émotion qui parcouraient la plantation. Il sculptait un morceau de bois, ses doigts noueux étonnamment agiles, et il ne leva pas les yeux quand Isabelle s'approcha. « L'air est en colère ce soir. Petit oiseau, dit-il, sa voix un grondement bas et calme comme un tonnerre lointain. Même les arbres retiennent leur souffle. Un feu allumé dans la colère brûle plus fort que tout autre. » Ces mots restaient en suspens dans l'air lourd et immobile, un message codé qui était à la fois un avertissement et une reconnaissance. Il ne connaissait pas son plan, pas les détails, mais il voyait la tempête dans ses yeux. Il sentait la pression dangereuse monter derrière sa façade placide. « C'est une nuit chaude pour les feux. » Oncle Cato, répondit Isabelle, sa propre voix soyeusement neutre. La maîtresse insiste. Cato leva enfin les yeux, son regard fixe et pénétrant. Il vit au-delà de la servante, au-delà de l'esclave, et vit la femme debout au bord d'une terrible décision. La maîtresse insiste sur beaucoup de choses,
dit-il lentement, ses yeux la fixant. Fais attention, le feu ne consume pas la main qui le nourrit. Il tendit le morceau de bois qu'il avait sculpté. C'était un petit oiseau, les ailes à moitié déployées comme en plein vol. Le détail était complexe, chaque plume rendue avec une précision aimante. C'était un charme conjuratoire, une manifestation physique d'espoir et d'esprit. « Cela t'aidera à voler, murmura-t-il en le pressant dans sa paume. Ses doigts étaient secs et chauds contre sa peau. Isabelle referma sa main sur le petit oiseau en bois. Il semblait incroyablement léger, mais il ancrait, reliant son acte désespéré et solitaire à une tradition ancestrale plus profonde de résistance, aux histoires chuchotées de fuite et d'évasion qui étaient l'écriture secrète de son peuple. C'était une bénédiction et un fardeau, un symbole de l'esprit qu'il voyait en elle, l'esprit qu'elle était sur le point de déchaîner. Elle lui fit un léger hochement de tête presque imperceptible, un merci silencieux qui passa entre eux. Et puis elle se tourna et s'éloigna. L'oiseau en bois, un talisman secret serré dans sa main. Plus tard, la grande salle à manger du manoir Beaumont était un monde en flammes. Une centaine de bougies brûlaient dans des candélabres en argent, leur lumière se diffractant à travers les verres en cristal et se reflétant en 1000 points éblouissants sur l'argenterie polie. L'air, déjà épais de la chaleur du jour, était maintenant lourd des parfums mêlés de viande rôtie, de vins français coûteux et des parfums écœurants des invités. Le son était une symphonie de décadence inconsciente, un murmure de conversations importantes ponctuées par les notes vives et cassantes des rires et le tintement des verres. Isabelle se déplaçait à travers cette scène comme un fantôme, une ombre dans une simple robe grise. Sa présence était requise, mais totalement ignorée. Elle remplissait les verres de vin, sa main stable, son visage une toile vierge. Elle débarrassait les assiettes chargées des restes de nourriture riche et décadente, une nourriture qu'elle pouvait sentir mais ne goûterait jamais. Elle était invisible, et son invisibilité était sa plus grande arme. Cela lui permettait de regarder, d'écouter, de jeter un dernier regard attentif sur les gens dont elle s'apprêtait à démanteler systématiquement le monde. De son point de vue, au bord de la pièce, elle vit la cruauté désinvolte et le droit grotesque des Beaumont et de leurs amis dans sa forme la plus pure. Ils parlaient du prix du coton et du prix des êtres humains sur le même ton détaché et calculateur. Ils se lamentaient de l'humidité tout en ordonnant que des feux soient attisés par des gens qu'ils considéraient comme moins qu'humains. Puis elle entendit la voix d'Alistair, retentissante de l'autosatisfaction d'un homme à qui on n'a jamais rien refusé de sa vie. Il se vantait auprès d'un planteur voisin d'une acquisition récente. Un mâle de premier choix et toute sa famille, dit Alistair en faisant tourner le vin rouge dans son verre. Je les ai eus pour une bouchée de pain. J'ai gardé le mâle pour mes champs, bien sûr. J'ai vendu la femme et les enfants en aval du fleuve. Plus de problèmes qu'ils n'en valent la peine. Garder les familles ensemble brise leur esprit, les séparer les rend plus dociles. Il eut un petit rire humide et désagréable et but une grande gorgée de vin. Les mots frappèrent Isabelle avec la force d'un coup physique. Il parlait de gens. Il parlait d'une famille. Une famille comme la sienne, déchirée pour le profit et la commodité. Il parlait de Jacob. Le vide rongeur dans son estomac se tordit en un nœud de rage froide et dure. Le goût métallique de la peur qui avait été dans sa bouche toute la soirée fut maintenant submergé par le goût amer d'une détermination pure et non diluée. Sa quête personnelle de vengeance, née de sa propre douleur et de sa perte, s'élargit maintenant, devenant quelque chose de plus grand, de plus sacré. Elle n'agissait plus seulement pour elle-même ou même seulement pour Jacob. Elle agissait pour la famille qu'Alistair avait brisée, pour les innombrables autres familles brisées avant eux. Elle était un agent d'une justice qui avait été différée depuis bien trop longtemps. La lueur des bougies vacillait, projetant de longues ombres dansantes sur les murs. Dans la lumière déformée et vacillante, les visages rieurs des invités se transformèrent en masques démoniaques grotesques. Leur humanité dépouillée, révélant les monstres en dessous. Isabelle les regarda une dernière fois et ne ressentit rien d'autre que la certitude froide et claire de son but. Elle n'était pas une meurtrière. Elle était une force de la nature. Et la tempête était sur le point d'éclater. Les dernières roues de calèche crissèrent sur l'allée de gravier et s'évanouirent dans la nuit, laissant derrière elle un silence si profond qu'il semblait être une présence physique. Le manoir Beaumont, qui quelques instants auparavant avait été un tumulte de bruit et de lumière, s'installa maintenant dans le calme lourd et attentif du sud profond après minuit. L'air, épais et stagnant, contenait l'odeur fantôme de la fête, un mélange écœurant de vin renversé, de bougies éteintes et de gardénias fanées. Pour Isabelle,
Ce silence n'était pas la paix. C'était la profonde inspiration avant le plongeon. Les seuls bruits étaient le tic-tac funèbre de l'horloge de parquet dans le hall, chaque balancement de son pendule en laiton marquant une seconde de plus vers l'aube, une seconde de plus vers la fin, et le chant incessant et strident des grillons dans l'obscurité extérieure. Un son qui semblait se moquer de l'immobilité intérieure. La maison était enfin endormie. Ses maîtres s'étaient retirés dans leur chambre à l'étage, le ventre plein et l'esprit vide de toute pensée pour la femme qui se déplaçait dans l'obscurité en bas. Isabelle commença son travail. Elle se déplaçait non pas avec les pas timides et traînants d'une servante, mais avec l'autorité calme et délibérée du véritable maître de la maison. Ses pieds ne faisaient aucun bruit sur les planchers polis et frais alors qu'elle entamait un dernier tour de sa prison. Elle traversa les pièces du rez-de-chaussée, ses doigts traçant légèrement les bords des meubles opulents, les chaises recouvertes de soie, les tables en acajou qui brillaient même dans la faible lumière de la lune filtrant à travers les hautes fenêtres. Elle voyait ces objets non pas comme des choses de beauté, mais comme des artefacts de sa servitude. Chacun est acheté avec le sang et la sueur de son peuple. Chacun est un témoignage d'un monde d'injustice profonde. Elle s'arrêta dans le salon, puis dans le bureau, vérifiant les feux qu'on lui avait ordonné d'allumer. Ils s'étaient consumés jusqu'à devenir de basses braises incandescentes, pulsant comme les cœurs endormis de grandes bêtes. Elle ne les attisa pas encore. Elle était la gardienne des flammes maintenant, et elle brûlerait selon son horaire, pas celui d'Éléanore. C'était sa maison maintenant, pour ces quelques précieuses heures. Sa peur était un effroi et dur au creux de son estomac, une chose physique qui menaçait de l'étouffer. Mais son but était une flamme chaude et constante dans sa poitrine, un feu de sa propre fabrication qui consumait la terreur. Dans la poche de sa simple robe, ses doigts trouvèrent et se refermèrent sur le petit oiseau en bois finement sculpté que Cato lui avait donné. Sa surface lisse et usée était un réconfort, un lien tangible avec le monde de ses ancêtres, avec une lignée de résistance silencieuse et de pouvoir inexprimé. C'était un rappel qu'elle n'était pas seulement Isabelle l'esclave, une créature de la fabrication des Beaumont. Ce soir, elle était tout autre chose. Elle était la fille d'une femme racine qui comprenait le pouvoir purificateur du feu. Elle était la sœur d'un garçon vendu dans un enfer vivant. Elle était un instrument d'une justice si longtemps refusée qu'elle devait être rendue par la fumée et les cendres. Elle n'était plus une victime. Elle était un châtiment. Le cœur du mystère, la partie qui dérouterait et entrait les habitants de Natchez pendant des générations, commença dans l'arrière-cuisine, une petite pièce humide attenante à la cuisine principale. À l'aide de quelques morceaux de petits bois de la boîte à bois, elle alluma un petit feu contenu dans le foyer en pierre, un feu juste assez grand pour son dessin. L'air s'emplit de l'odeur nette de pain brûlé, un étrange parfum pour le travail à accomplir. Elle sortit la lourde louche en fer qu'elle avait prise à l'atelier. Son poids, une sombre assurance. Dans son bol noirci, elle plaça les morceaux de plomb, les vieux clous et les clés cassées qu'elle avait rassemblés. Elle tint la louche au-dessus des flammes, son bras tremblant légèrement sous l'effort. Elle regarda, son visage illuminé par la lumière orange affamée, le métal solide commençait à suer, puis à se ramollir, puis à s'effondrer en une mare scintillante et fondue. La lueur était hypnotisante, un minuscule soleil d'argent né dans l'obscurité de la maison. Une odeur métallique vive et piquante, l'odeur des os de la terre en train de fondre, emplit la petite pièce. Le processus était dangereux, exigeant une concentration si intense qu'elle consumait tout le reste. Une seule goutte de sueur, une seule secousse mal placée pouvait faire éclabousser le métal en fusion, lui brûler la peau, mettant fin à son plan avant même qu'il n'ait vraiment commencé. Une fois le plomb entièrement liquide, elle commença son travail silencieux et méthodique. Elle se dirigea d'abord vers la porte de la cuisine. Elle avait un simple loquet et une lourde clé en fer. À l'aide de la clé modifiée qu'elle avait passé des semaines à limer en secret, elle verrouilla la porte de l'intérieur. Puis, d'une main désormais étrangement stable, elle versa soigneusement une petite quantité de plomb fondu dans le trou de la serrure. Il disparut dans le mécanisme avec un sifflement doux, presque inaudible. Elle en versa davantage, le laissant déborder et couler sur la jointure où le peigne rencontrait le cadre. Le métal liquide refroidit rapidement, se solidifiant en un seau gris et dur, une cicatrice permanente et irréversible. La porte n'était plus seulement verrouillée. Elle était scellée. Elle se dirigea vers les portes du jardin, puis vers l'entrée latérale, répétant le rituel à chacune d'elles. Verrouiller le peigne, verser le plomb, le regarder refroidir en un lien incassable.
Chaque porte scellée était un clou de plus dans le cercueil de la dynastie Beaumont. Son ombre, projetée par la faible lueur des braises et la lueur de la louche, était immense et déformée sur les murs, la silhouette d'une géante accomplissant un terrible rite ancien. La dernière porte était la porte d'entrée, l'entrée principale de la maison. C'était son chef-d'œuvre de malveillance. Elle possédait un lourd pêne en fer à l'intérieur, une épaisse barre de métal qui glissait dans un lourd support en fer. La verrouiller de l'intérieur la piégerait. Mais Isabelle avait étudié cette porte pendant des années. Elle avait remarqué la fente étroite pour le courrier, une fente recouverte de laiton dans le chêne épais. Elle prit un long et fin morceau de fil de fer qu'elle avait récupéré d'un balai cassé. Avec soin et patience, l'enroula autour de la poignée du pêne. Elle fit passer l'autre extrémité du fil à travers la fente du courrier, le laissant pendre invisiblement dans l'obscurité extérieure. Le moment venu, une seule traction sèche de l'extérieur ferait glisser le pêne. Elle pourrait alors retirer le fil, laissant derrière elle une porte qui était, en apparence, impossiblement verrouillée de l'extérieur. C'était une pièce d'ingénierie simple, élégante et accablante. Avec toutes les portes et fenêtres du rez-de-chaussée maintenant scellées et préparées, Isabelle se tenait au centre du grand hall. La maison était un tombeau, et elle venait de s'y enfermer avec ses ravisseurs. Le silence n'était plus attentif. Il était suffocant. Il la pressait de tous côtés, amplifiant les battements frénétiques de son propre cœur. Pendant un instant terrifiant, une vague de pure panique animale menaça de la submerger. Le poids écrasant de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle était sur le point de faire, s'abattit sur elle. Et si elle échouait? Et si les feux ne prenaient pas? Et si elle était découverte? Et si elle se condamnait simplement à une mort plus horrible que tout ce qu'elle aurait pu imaginer? Sa respiration devint haletante et superficielle, et le nœud froid de la peur dans son estomac se serra en un point de glace. Elle baissa les yeux sur ses mains. Elles étaient couvertes d'une fine couche de suie, et sentaient légèrement le métal brûlé et la fumée âcre. C'étaient les mains qui avaient poli l'argenterie, servi le vin, et frotté les sols. C'étaient les mains qui avaient été forcées d'être douces, d'être prudentes, d'être propres. Maintenant, c'étaient les mains d'une destructrice, les mains d'une incendiaire, les mains d'une tueuse. L'image de ses propres mains, si familière et pourtant si étrangère en cet instant, la ramena du bord de l'abîme. La panique recula, remplacée par une clarté froide et dure. Elle pensa au visage des invités des Beaumont, leur rire facile et cruel, résonnant dans sa mémoire. Elle entendit à nouveau la voix d'Alistair, se vantant d'avoir brisé l'esprit d'une famille pour le profit. Sa résolution, qui avait vacillé un instant, se durcit maintenant en quelque chose d'aussi solide et inflexible que le plomb refroidi dans les serrures. Ce n'était pas un meurtre. Le meurtre, c'était ce que faisait Alistair quand il vendait un enfant loin de sa mère. C'était un rééquilibrage de la balance. C'était la justice. Elle n'était plus une personne. Pas dans la façon dont il le comprenait. Elle était une force de la nature, comme le fleuve qui pouvait sortir de son lit, comme la foudre qui pouvait fendre un chêne, comme le feu qu'elle était sur le point de déchaîner. Elle se tourna et fit face au grand escalier, le dos droit, la tête haute. Elle fit un pas, puis un autre. Ses pieds nus, qui avaient été si silencieux auparavant, firent maintenant un bruit doux et ferme sur les marches en bois. C'était un son régulier et rythmé, le son de pas marchant sur un chemin sans retour. Son ascension du grand escalier était terminée. Maintenant au haut, elle se tourna non pas vers l'obscurité de l'étage supérieur, mais vers la tâche qui l'attendait en bas. Elle redescendit, ses mouvements désormais empreints d'une grâce terrifiante. Elle ne marchait plus seulement. Elle exécutait l'acte final d'un ballet sombre et terrible. Elle retourna dans les pièces du rez-de-chaussée, vers les foyers où les braises pulsaient d'une lueur malveillante et endormie. Le temps de la subtilité était révolu. Le temps de la destruction était arrivé. Dans le salon, elle s'agenouilla devant la cheminée. Elle ouvrit la petite pochette en cuir qu'elle avait remplie dans le fumoir et prit une pincée de la poudre noire et grasse. D'une main ferme, elle saupoudra la créosote sur les bûches incandescentes. L'effet fut instantané et violent. Un sifflement fort et sec, comme une inspiration monstrueuse, éclata du foyer. Les flammes, qui avaient été d'un orange doux, explosèrent vers l'extérieur, se transformant en un vortex tourbillonnant de feu bleu et vert malveillant. Elles rugirent d'une faim soudaine et insatiable, léchant les bords de la cheminée, griffant l'air. Le doux crépitement d'un feu domestique avait disparu, remplacé par le bruit d'une bête vorace déchaînée.
Isabelle sentit la chaleur cuisante presser contre son visage, mais elle ne broncha pas. C'était sa création, son allié. Elle se déplaça vers le bureau, répétant à nouveau le processus. Le feu rugit à la vie, un jumeau de celui du salon, sa voix se joignant à un cœur croissant de destruction. Dans la bibliothèque, entourée des livres reliés en cuir qui représentaient un savoir et un monde qui lui étaient à jamais refusés, elle nourrit le troisième feu. Il éclata lui aussi, la soudaine flambée de lumière projetant son ombre immense et dansante sur les doses d'un millier de volumes non lus. Ces actions n'étaient pas nées d'une rage sauvage et chaotique. Elles étaient le résultat d'années d'observation silencieuse, d'un esprit qui avait été forcé de remarquer chaque détail de sa prison. Ce n'était pas un incendie criminel. C'était une démolition calculée et intelligente. Elle savait comment l'air se déplaçait dans cette maison. Comment un courant d'air du couloir attirait une flamme vers la longue soie sèche des rideaux. Elle poussa un lourd fauteuil rembourré de quelques centimètres plus près du foyer du salon. Son tissu brocart était parfaitement positionné pour attraper la première étincelle ambitieuse. Dans la bibliothèque, elle desserra une pile de registres financiers d'Alistair, les laissant se répandre sur le sol, leurs pages sèches et craquantes une offrande tentante à la chaleur croissante. Elle ne se contentait pas de brûler la maison. Elle la défaisait, morceau par morceau, utilisant son propre poids décadent contre elle. Elle transformait son confort en arme, sa beauté en carburant. Les feux du rez-de-chaussée étant maintenant nourris et rugissants, un nouvel élément commença à affirmer sa domination dans la maison. La fumée. Au début, ce n'était qu'une suggestion brumeuse, un léger épaississement de l'air, mais elle grandit avec une vitesse étonnante, s'échappant des bouches des cheminées en épaisses volutes noires et huileuses. Elle ne montait pas pour se dissiper dans l'air stagnant et scellé. Elle restait basse, un brouillard rampant de pur poison rasant le sol. Elle s'enroula autour du grand escalier comme un esprit malveillant, une manifestation physique des sombres secrets de la maison enfin libérée. L'air, autrefois simplement oppressant, devint maintenant activement hostile. Il devint brumeux, puis opaque, les formes familières du couloir se dissolvant dans un vide gris et informe. La grande maison commençait à suffoquer. Isabelle commença son ascension finale. Elle posa le pied sur la première marche du grand escalier et commença à monter, se déplaçant directement dans la marée montante et tourbillonnante de fumée. Ici, le récit de ses actions commença à se brouiller, à passer du physique à l'éthéré. Le monde autour d'elle perdait ses contours nets, et elle aussi. Était-elle une forme solide se déplaçant à travers la fumée? Ou devenait-elle une partie de celle-ci? Sa propre substance se dissolvant dans le chaos gris et tourbillonnant. Sa silhouette semblait vaciller, perdre sa définition, comme si la fumée la réclamait, l'absorbait en elle-même. Son voyage dans les escaliers n'était plus seulement un acte physique d'escalade. Il devint un voyage à travers le temps, à travers la mémoire, à travers la douleur collective inexprimée qui avait saturé les murs mêmes de cette maison pendant des décennies. La fumée âcre n'était pas seulement de la fumée. C'était un déclencheur, une clé qui déverrouillait un millier de souvenirs enfouis. En l'inhalant, les poumons brûlants, les yeux larmoyants, elle vit des images tourbillonner dans les remous gris autour d'elle. Elle vit le visage de sa mère, jeune et belle, fredonnant une chanson douce et basse en travaillant dans le jardin d'herbes aromatiques. L'image scintilla, puis fut emportée par un courant de fumée plus noir, remplacé par les yeux terrifiés de son frère, Jacob, traîné vers le chariot qui attendait. Elle vit le visage de la jeune femme qui avait été son amie, vendue au printemps dernier pour le crime d'avoir cassé l'une des poupées de porcelaine d'Éléanore. Elle vit les visages d'innombrables autres, les hommes silencieux et stoïques des champs, les femmes fatiguées de la buanderie. Leur douleur, leur chagrin, leur souffrance silencieuse, tout cela rendu visible maintenant, recevant forme et substance dans les nuages étouffants. La fumée était la confession finale de la maison. C'était la manifestation physique de chaque coup de fouet, de chaque mot cruel, de chaque enfant volé, de chaque esprit brisé. Isabelle ne montait pas seulement un escalier. Elle planait à travers la misère accumulée de générations, son propre chagrin se mêlant au chagrin de tous ceux qui l'avaient précédé. Les fines boiseries sculptées des murs, les délicats panneaux de bois dont Alice avait été si fière, devinrent indistincts. Leurs motifs complexes s'estompèrent puis disparurent complètement dans le gris. Le long du mur étaient accrochés les portraits des ancêtres Beaumont, une galerie de visages sévères et pâles qui avaient veillé sur la maison avec une arrogance froide et propriétaire. Au passage d'Isabelle,
Leurs yeux peints semblèrent la suivre, leur expression passant du jugement à l'accusation, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Avant qu'eux aussi ne soient engloutis par la fumée, leurs cadres dorés et leurs visages suffisants effacés de l'existence. L'air était épais du goût de la suie et du chagrin. Ses poumons brûlaient à l'effort de chaque respiration, mais elle ne faiblit pas. Elle continua son ascension, une silhouette solitaire grimpant vers le cœur d'une tempête de sa propre création. Un fantôme marchant dans un cimetière de souvenirs. Dehors, dans les rues désertes de Natchez, le ciel commençait à saigner du noir à un indigo profond et meurtri. La première faible lueur de l'aube était à l'horizon. Un homme nommé Elias effectuait sa dernière patrouille. Il était le gardien de la ville, un poste qui était principalement une formalité, une question de parcourir les rues calmes et de s'assurer que la ville endormie restait endormie. Il était fatigué, ses pieds lui faisaient mal, il attendait avec impatience la fin de son service, sa petite maison et son lit chaud. Il marchait le long de la rue qui bordait les grands domaines, ses pas résonnant dans le silence d'avant l'aube. Il jeta un coup d'œil au manoir Beaumont, un point de repère familier et imposant, ses colonnes blanches une présence fantomatique dans la pénombre. Il se dressait sombre et silencieux, comme toujours à cette heure. Mais alors quelque chose attira son attention. C'était une petite chose, quelque chose qu'il aurait pu manquer s'il n'avait pas regardé droit dessus. Un mince filet de fumée sombre s'enroulait entre les lattes d'un volet de fenêtre du rez-de-chaussée. Il s'arrêta, fronçant les sourcils. Par une nuit chaude et humide comme celle-ci, un feu était assez étrange, mais de la fumée provenant d'une fenêtre de salon était encore plus étrange. Il l'ignora d'abord. Peut-être une bougie avait-elle été laissée allumée trop près de quelque chose. C'était la maison d'un homme riche, pleine de gens insouciants. Il recommença à marcher, mais il vit alors un autre filet de fumée, celui-ci provenant de la fenêtre du bureau, puis un troisième, plus épais et plus sombre, en direction de la bibliothèque. Il s'arrêta net, un picotement de malaise se transformant en un choc froid d'alarme. « Ça ne va pas » marmonna Elias pour lui-même, sa voix un murmure rauque dans l'air calme. C'est trop de fumée pour un feu de cuisine. Et de l'avant de la maison, sa lassitude disparut, remplacée par une montée d'adrénaline. Il accéléra le pas, se mettant à courir maladroitement, les yeux fixés sur le manoir. En se rapprochant, son regard fut attiré vers le deuxième étage. Maintenant, il pouvait le voir clairement. La fumée ne s'échappait plus seulement des volets du rez-de-chaussée. Elle commençait à s'échapper des fenêtres supérieures, épaisses, noires et menaçantes contre le ciel pâle et expectant. Il atteignit la grille d'entrée en fer forgé ornée et sa main se referma sur les barres de métal froide. Il fixa la maison, son cœur battant dans sa poitrine. La lueur orange d'un feu était maintenant visible à travers les fenêtres du rez-de-chaussée. Une lumière démoniaque vacillante qui dansait et pulsait dans les pièces scellées. Il fut le premier à en être témoin, le premier à comprendre que quelque chose était terriblement, anormalement faux. Il secoua la grille, un geste inutile et frénétique. Elle était lourde, solide et fermement verrouillée. Une vague de panique impuissante le submergea. Il ouvrit la bouche, et sa propre voix, rauque et désespérée, trancha le silence du matin. Un seul mot terrifié qui allait bientôt faire accourir le monde entier. Au feu. Le cri d'alarme d'Elias, au feu, déchira le silence de l'aube, un son rauque et désespéré, totalement étranger aux rues endormies de Natchez. C'était un cri qui se propagea, résonnant sur les grandes façades des domaines voisins et pénétrant l'air épais et humide. Pendant un instant, ce fut le seul son, une alarme humaine contre le rugissement inhumain grandissant de l'incendie. Puis, des lumières commencèrent à vaciller aux fenêtres des maisons environnantes. De petits carrés jaunes de chaleur apparaissant dans la pénombre. Des portes s'ouvrirent et des gens sortirent en vêtements de nuit, leurs visages des masques pâles de sommeil, de confusion et d'alarme naissante. Une petite foule commença à se rassembler à une distance de sécurité, leur voix s'élevant en un murmure d'incrédulité et de panique alors qu'ils contemplaient la catastrophe qui se déroulait. Le manoir Beaumont, ce symbole intouchable de richesse et de pouvoir, était en train d'être consumé. La lueur orange qu'Elias avait d'abord aperçue à travers les fenêtres du rez-de-chaussée s'était intensifiée, peignant des motifs démoniaques vacillant sur les épaisses colonnes de fumée qui s'échappaient maintenant de chaque étage supérieur. L'odeur de bois brûlé, âpre et terrifiante, saturait l'air, se mêlant au parfum doux et écœurant des magnolias du jardin en un parfum nauséabond. Le son n'était plus un crépitement lointain, mais un rugissement bas et continu.
La voix d'une grande bête, en train de se nourrir. Il était ponctué par le craquement sec, semblable à un coup de feu, de vieilles poutres se fondant sous la chaleur intense et le tintement aigu et musical du verre lorsque la première des grandes vitres se brisa, libérant un nouveau torrent de fumée noire dans le ciel qui s'éclaircissait. La foule regardait, une collection de visages silencieux et horrifiés éclairés par la lueur infernale, alors que le feu commençait à se frayer un chemin à travers le toit, les bardeaux se gondolant et noircissant avant de s'enflammer. Bientôt, le son désorganisé d'une cloche se fit entendre, et une brigade de pompiers volontaires arriva. Un groupe hétéroclite d'hommes, certains enfilant encore des pantalons sur leurs chemises de nuit, traînant une pompe à bras derrière eux. Ils étaient dirigés par le chef des pompiers, un homme costaud et à la poitrine large nommé Feinsch, dont le visage était déjà sombre de la connaissance de ce à quoi ils étaient confrontés. Il embrassa la scène d'un seul regard, ses yeux notant les flammes qui perçaient déjà le toit, la fumée s'échappant du deuxième étage. Ils étaient déjà en retard. La porte d'entrée, hurla Feinsch, sa voix tranchant les murmures paniqués de la foule. Nous allons forcer l'entrée et amener la lance jusqu'à l'escalier. Bougez. Deux de ces hommes les plus forts, des forgerons de métier, jetèrent leurs épaules contre la lourde porte en chêne. Elle ne bougea pas. On aurait dit moins une porte qu'une partie du mur. Ils reculèrent, prirent leur élan et la heurtèrent à nouveau. Le bois gémit, le son de sa tension contre son cadre, mais la porte tint bon, solide et inamovible. Les hommes reculèrent en chancelant, haletants, leurs visages striés de suie et de sueur. « Mettez-y du vôtre » rugit Feinsch, sa frustration montant à chaque précieuse seconde perdue. « Ce n'est qu'un verrou. Brisez-le. » L'un des hommes, le visage pâle sous la crasse, secoua la tête. « C'est plus qu'un verrou, chef » halta-t-il en se frottant l'épaule meurtrie. « On dirait que c'est solide, comme si ça faisait partie de la pierre. » Feinsch le bouscula, sa patience à bout. Il allait voir par lui-même. Il passa ses mains sur le bord de la porte, cherchant la moindre prise, la moindre faiblesse. Il n'y en avait aucune. Ses doigts tracèrent le contour du grand trou de serrure orné, et il s'arrêta. Ce n'était plus un trou. Il était rempli de quelque chose de dur et de gris. Il sortit un couteau à cran d'arrêt de sa poche et gratta la substance. Au lieu de faire éclater le bois ou d'écailler la peinture, le couteau dérapa avec un crissement métallique. Il se pencha plus près, la lumière du feu scintillant sur l'étrange matériau. Il gratta à nouveau, plus fort cette fois, et un minuscule copeau argenté de métal se détacha sur la pointe de sa lame. Il le fixa, son esprit refusant de traiter ce que ses yeux voyaient. Il regarda les joints de la porte, là où le bois rencontrait le cadre, et il le vit là aussi. Une fine ligne sombre de la même substance, scellant la porte comme si elle avait été soudée. « C'est du plomb » murmura Feinsch, sa voix épaisse d'une incrédulité qui frisait la stupeur. Il se redressa, se tournant vers ses hommes, son visage un masque d'horreur perplexe. « C'est du plomb fondu. Cette maudite chose est scellée. » Le mot se répandit parmi les pompiers comme une contagion. Un murmure feutré et horrifié passant d'homme en homme. « Scellé. » Le mot flottait dans l'air enfumé, contre nature et terrifiant. La panique commença à se transformer en une peur plus profonde et plus primitive. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une braise égarée ou une bougie oubliée. C'était autre chose. Feinsch envoya des hommes courir vers les autres entrées, la porte de la cuisine à l'arrière et les portes du jardin sur le côté. Les rapports revinrent en quelques secondes, chacun confirmant l'impossible. Chaque porte, chaque entrée potentielle de la maison était scellée de la même manière. Les serrures étaient soudées avec du plomb solidifié. La prise de conscience les frappa avec la force d'un coup physique. La maison ne brûlait pas seulement. C'était un tombeau. Elle avait été délibérément et méthodiquement scellée de l'extérieur. Mais cela n'avait aucun sens. La question flottait dans l'air enfumé, une énigme silencieuse et hurlante. Qui aurait pu faire cela? Et comment? Le feu, indifférent à leur confusion, faisait rage. Des flammes léchaient maintenant avidement les fenêtres supérieures. De grandes langues oranges goûtant l'air du matin. Le toit entier couvait, la crête centrale commençant à s'affaisser, menaçant un effondrement imminent. Ils perdaient la maison, et avec elle les Beaumont, qui étaient sûrement piégés dans leur lit. Feinsch, le visage à masque sombre de détermination, prit une décision. S'il ne pouvait pas passer par les portes, il passerait par les murs.
Les fenêtres, cria-t-il, désignant les hautes et élégantes fenêtres du salon au rez-de-chaussée. Bélier. On passe par là. Les hommes, galvanisés, retournèrent à l'action, travaillant avec une énergie frénétique et désespérée. Les sons de leur assaut étaient brutaux et assourdissants. Le bruit sourd des haches mordant dans les volets en bois, le craquement du bois des cadres qui se brisaient, et l'éclatement explosif des grandes vitres. La foule regardait dans un silence horrifié, retenant son souffle collectif. Le spectacle était à la fois terrifiant et fascinant. Le manoir Beaumont, cette icône de permanence et de pouvoir inattaquable, une structure qui avait semblé aussi éternelle que le fleuve lui-même, était consumée et démantelée sous leurs yeux. La scène était d'un chaos pur. Le feu rugissant, les hommes qui criaient, la destruction violente des fenêtres, le tout illuminé par la lueur infernale de l'incendie. Les hommes étaient maintenant animés non seulement par le devoir de sauver les vies qu'ils présumaient être à l'intérieur, mais aussi par une peur primale de l'événement surnaturel dont ils étaient témoins. Ils ne combattaient pas seulement un incendie. Ils combattaient un mystère, une intelligence malveillante qui avait transformé une maison en une fournaise hermétiquement scellée. Un peu plus loin dans la rue, debout à l'ombre d'un grand chêne, une voisine nommée Madame Gable regardait la destruction, ses bras minces enroulés autour d'elle. Elle connaissait les Beaumont depuis des années, avait assisté à leurs fêtes, avait échangé des politesses avec Éléanore dans la rue, mais ses pensées n'étaient pas avec eux. Elle pensait à la jeune esclave, Isabelle. Elle l'avait vue la veille, en fin d'après-midi, en train de balayer le porche d'entrée. Madame Gable lui avait fait un signe de tête polie, et Isabelle avait levé les yeux. Leurs regards ne s'étaient croisés qu'une seconde, mais l'image était gravée dans la mémoire de la vieille femme. Le visage de la jeune fille avait été un masque de pierre, son expression totalement dépourvue d'émotion. Pourtant, ses yeux sombres et profonds, avaient une intensité terrifiante, un regard d'une résolution si profonde et finale qu'il avait fait frissonner Madame Gable même dans la chaleur de l'après-midi. Maintenant, en regardant le manoir brûlé, un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air matinal lui parcourut l'échine. La question sur toutes les lèvres était de savoir si les pompiers pourraient atteindre les Beaumont à temps. Mais une question différente, plus troublante, se forma dans l'esprit de Madame Gable. Alors qu'elle regardait la fumée s'élever dans le ciel, un panache sombre et triomphant contre l'aube, elle se demanda non pas si Isabelle était piégée dans cet enfer, mais si, d'une manière ou d'une autre, elle était enfin libre. Le feu avait été en grande partie éteint, sa fureur rugissante maîtrisée en une malveillance sifflante et fumante. Le chef fin chez ses hommes, des mouchoirs noués sur le nez et la bouche, se déplaçait prudemment à travers le cadre béant et brisé de la fenêtre du salon. La chaleur qui les balayait était encore intense, une bouffée d'un fourneau, épaisse de l'odeur de bois carbonisé humide, de soie brûlée et d'autres choses. Quelque chose d'âcre et de troublant. À l'intérieur, le monde avait été défait. L'opulence du manoir Beaumont avait disparu, remplacée par une épave squelettique noircie. Ce qui avait été une pièce au sol poli et aux meubles fins était maintenant un paysage de débris dangereux, le sol glissant d'un mélange de cendres et d'eau. L'eau goûtait sans cesse due au plafond noirci, chaque goutte sifflant en touchant des braises encore fumantes. Chaque surface était recouverte d'une épaisse couche de suie grasse qui s'accrochait à leurs vêtements et à leur peau. Ils se déplaçaient comme des explorateurs dans une caverne infernale nouvellement découverte. Les faisceaux de leurs lanternes traçaient de faibles chemins à travers la fumée et la vapeur persistante. Ils se frayèrent un chemin à travers l'arche fantomatique en ruine jusqu'au hall principal et commencèrent à monter le grand escalier, ou ce qu'il en restait. La rampe sculptée avait disparu, et les marches étaient carbonisées et dangereuses, gémissant sous leur poids. Ils montèrent au cœur des ténèbres, dans la plus épaisse des fumées qui flottaient encore dans le couloir supérieur comme un brouillard toxique permanent. Dans la chambre principale, ils les trouvèrent. La scène était si surréaliste, si étrangement paisible que les hommes s'arrêtèrent net dans l'embrasure de la porte, leur communication criée et rude tombant dans un soudain silence étrange. Le feu était passé par là. Sa puissance destructrice était évidente dans les murs noircis et la section effondrée du plafond. Pourtant, le centre de la pièce était un îlot de calme étrange. Alice Tistet et Éléanore Beaumont gisaient dans leur grand lit à baldaquin, apparemment épargnés par les flammes. Ils étaient sur le dos, les draps de l'enfant remontés jusqu'à leur poitrine, leur tête reposant sur des oreillers dodus, leur visage pâle et cireux à la lumière des lanternes était paisible, comme s'ils étaient simplement dans un sommeil profond et sans trouble. Il n'y avait aucun signe de lutte,
Aucune marque de violence. La cause de la mort était brutalement, poétiquement évidente. Ils n'avaient pas été brûlés. Ils n'avaient pas été touchés par l'enfer qu'ils avaient si négligemment commandé. Ils avaient simplement été étouffés, tranquillement et efficacement, par l'épaisse fumée huileuse, conséquence de leur propre cruauté désinvolte. La seule preuve du désastre était une fine poudre de suie grise qui s'était déposée sur les couvre-lits blancs immaculés, un délicat linceul de cendre. Le silence dans la pièce était profond, rompu seulement par le goutte à goutte régulier et rythmé de l'eau d'une poutre de plafond carbonisé sur le tapis coûteux. Chaque goutte résonnait aussi fort qu'un coup de marteau dans l'immobilité. L'odeur de la mort, douce et écœurante, commençait à peine à se mêler à l'odeur de l'incendie. Les maîtres de la maison ayant été retrouvés, la recherche d'Isabelle commença. La peur et la stupeur initiale des hommes se transformèrent à nouveau en un devoir sinistre et professionnel. L'hypothèse était simple et sombre. Ils trouveraient son corps dans l'une des pièces du rez-de-chaussée, probablement près d'un foyer. Une servante maladroite qui était devenue la première victime de sa propre négligence, ou comme Feinsch commençait à le soupçonner, de sa propre malveillance. Ils commencèrent une recherche approfondie et minutieuse de toute la maison. Une tâche sinistre et sale. Ils redescendirent, leurs bottes craquant sur le plâtre tombé et le cristal brisé. Ils fouillèrent les cendres et les débris dans le salon, leurs pelles retournant les os noircis des chaises et le métal tordu des candélabres. Ils se déplacèrent vers le bureau, puis la bibliothèque, peignant les restes pulpeux et gorgés d'eau des livres et des registres. Ils vérifièrent chaque pièce, chaque placard, chaque garde-manger. Ils se déplacèrent vers l'arrière-cuisine effondrée à l'arrière de la maison, un tas de poutres carbonisées et de pierres cassées, et commencèrent le lent travail de déblaiement. Ils cherchaient un corps, le signe révélateur de restes humains, un os, un lambeau de vêtements brûlés, n'importe quoi pour clore ce chapitre du terrible travail de la nuit. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas de corps. Il n'y avait aucune trace d'Isabelle Fletcher. Au fil des heures et alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, projetant des faisceaux de lumière crue à travers le toit en ruine, un malaise nouveau et plus profond commença à s'installer chez les hommes. Ils avaient fouillé toute l'empreinte de la maison, de la porte d'entrée à l'arrière, de la cave au grenier fumant. Ils trouvèrent la lourde louche en fer dans les ruines de l'arrière-cuisine, son bol contenant encore une petite flaque de plomb durci, confirmant les soupçons de Feinsch sur la façon dont les portes avaient été scellées. C'était l'arme du crime, l'instrument de la damnation de la maison. Mais la personne qui l'avait maniée, la femme qui devait être à l'intérieur pour faire le travail, avait disparu. C'était impossible. La maison avait été une boîte scellée, une fournaise sans issue. Pour sceller les portes de cette manière, elle devait avoir été à l'intérieur. Si elle était à l'intérieur, elle serait ici, quelque part dans les cendres. La logique était aussi solide et inéluctable que le plomb dans les trous de serrure. Pourtant, les preuves, ou l'absence totale de preuves, défiaient toute logique. Feinsch tenait avec Elias, le gardien, près de la grille d'entrée alors que le dernier de ces hommes fatigués sortait de la ruine, leurs visages noirs de suie, leurs épaules affaissées de fatigue et de confusion. Le soleil était brillant maintenant, et la fumée qui s'élevait du manoir était un mince panache blanc et fantomatique contre le ciel bleu éclatant. « Ça n'a aucun sens, Elias, dit Feinsch, sa voix basse et rauque. Il secoua la tête, fixant la carcasse noircie de la maison comme si elle pouvait lui offrir une réponse. On a fouillé chaque centimètre carré de cet endroit. Il n'y a rien. Pas un os, pas un bouton. C'est comme si elle avait tout simplement disparu. Pour sceller les portes comme ça, elle devait être à l'intérieur. Si elle était à l'intérieur, elle serait là. Où est-elle? Elias, qui avait gardé sa veille silencieuse toute la matinée, son esprit rejoint l'image des premiers filets de fumée sombre contre l'aube, regarda de la ruine vers le ciel. Il pensa au volume considérable de fumée qu'il avait vu, à la façon dont elle s'était échappée de la maison, une entité vivante et respirante. Il pensa à l'immobilité contre nature de la maison scellée et à la fureur contre nature du feu à l'intérieur. Le rapport officiel parlerait d'incendie criminel et de meurtre, mais dans son cœur, Elias sentait que ce qui s'était passé ici était quelque chose de plus ancien, quelque chose qui ne pouvait être contenu dans un document juridique. Il regarda Feinsch, ses yeux ayant une expression étrange et lointaine. « Peut-être, dit Elias, sa voix à peine un murmure. Peut-être que la fumée l'a emporté. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, les ruines du manoir Beaumont devinrent un point de repère local d'horreur et de fascination.
L'histoire officielle, celle consignée dans le Natchez Ledger, était simple. Isabelle Fletcher, une esclave, dans un acte d'incendie criminel vengeur, avait assassiné son maître et sa maîtresse, et dans le processus avait été consumée par le feu même qu'elle avait allumé. Mais l'impossibilité de sa fuite, le mystère déroutant des portes scellées de l'extérieur, et l'absence complète et totale d'un corps, créèrent un autre récit. C'était une histoire de fantôme, une légende murmurée à voix basse parmi les habitants de la ville, une histoire qui prit racine dans le sol fertile de la peur et de la culpabilité de la ville. L'histoire avait de nombreux conteur et de nombreuses versions. Madame Gable, la voisine, jurait à quiconque voulait bien l'écouter que juste au moment où la première lueur de l'aube pointait, elle avait vu une silhouette, une ombre plus sombre que la nuit, s'éloigner de l'arrière de la maison et disparaître dans les bois, silencieuse et rapide. Un autre voisin, un homme qui vivait plus loin sur la route, affirma que la nuit de l'incendie, il avait été réveillé non pas par les cris, mais par un bruit étrange, un battement puissant et rythmé comme un grand oiseau aux ailes de fer prenant son envol du toit même du manoir en feu. Mais l'histoire la plus durable, celle qui serait racontée pendant 100 ans, venait de ceux qui osaient passer devant les ruines après la tombée de la nuit. Ils prétendaient que si vous vous teniez près de la grille noircie et que vous écoutiez, vraiment écoutiez, au-delà du bruit du vent dans les arbres squelettiques et du chant des grillons, vous pouviez l'entendre. C'était un son doux, rythmé et incessant provenant de l'intérieur des fondations effondrées. C'était le son de pas arpentant les lieux, d'avant en arrière dans les cendres. C'était le son d'Isabelle, marchant pour toujours sur l'empreinte de la maison qu'elle avait défaite, une gardienne agitée de son propre acte final et terrible de liberté. Isabelle Fletcher ne fut jamais revue. Aucun enregistrement de sa capture ou de sa mort n'a jamais fait surface. Aucun chasseur de primes n'a jamais réclamé de récompense. Avait-elle d'une manière ou d'une autre imaginé une issue de secours cachée? Un passage secret connu d'elle seule, un dernier tour dans une vie d'observation silencieuse? A-t-elle brûlé si complètement au cœur de l'enfer qu'elle a créé que pas même un seul os n'a été retrouvé? Ou bien, comme l'avait murmuré Elias le gardien, s'est-elle transformée, devenant tout autre chose, un esprit de feu et de fumée, à jamais lié au lieu de sa souffrance et de son triomphe ultime et dévastateur? Les cendres du manoir Beaumont gardent leurs secrets, enfouis profondément sous les décombres et les mauvaises herbes. Mais pour ceux qui écoutent attentivement par une nuit calme à Natchez, pour ceux qui sentent un frisson soudain dans l'air chaud du Mississippi, les pas d'Isabelle Fletcher résonnent encore, un rappel fantomatique permanent de l'esclave qui a verrouillé les portes avant l'aube et s'est perdu dans la fumée